Bienvenue chers internautes à ce JT des JT du 25 février. Voici les titres. On en sait un peu plus sur la proposition de loi portant modification du code électoral introduite par le député Nourenoua Tchadé du groupe parlementaire Les Démocrates. Le contenu de sa proposition a été dévoilé le 21 février dernier à Cotonou à la faveur d'une conférence de presse. Le 4e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO s'est tenu du 22 au 24 février à Cotonou. Retour dans cette édition sur le lancement des travaux. Plus de 10 pays francophones ont pris part au 2e atelier de lutte contre la tuberculose en Afrique francophone du 21 au 23 février dernier à Cotonou. Nous y reviendrons dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous. Du 19 au 28 février 1990, Cotonou a abrité la conférence nationale des forces vives de la nation. 34 ans après, des citoyens en parlent. Ils sont au micro de E-Télé Bénin. Les circonstances, c'est la pression de l'extérieur, sur le marxisme-léninisme, qui était choisi par le général Manté Kérékou suite au coup d'État du 26 octobre 1972, qui en réalité n'était pas un mauvais système politique. Par rapport maintenant au chemin parcouru des 34 ans, moi je suis désolé. Le Bénin aujourd'hui, c'est un pays mort. Parce que depuis 34 ans, le peuple n'a rien gagné avec l'État central, comme ailleurs. Avec le blocage du salaire, les gens ne trouvaient plus leur salaire à temps. Il y a d'autres qui sont impayés durant 6 mois, et ainsi de suite. Et le système de la révolution d'alors a échoué. Et tout ça a fait que cette conférence ait lieu. 4 ans, ça dit les idéaux, au départ, ça avait commencé, mais sous ce règne-là, tout est mis à l'écart. Le Bénin était dans une tourmente dans laquelle le Bénin était, c'est en quelque sorte, tout allait capoter. Ce régime ne pouvait pas fonctionner au Bénin parce que, vous voulez ou pas, on vous force à accepter tout ce qui est. Et c'est ce qui voulait susciter en quelque sorte une guerre. Pour éviter cela, c'est par le biais, sur idée du Monseigneur Isidore de Souza, cette conférence a été convoquée afin de ramener toutes les balles à terre. Grâce à cette démocratie-là, quelque part, on a eu un peu d'avancée. Parce que les Européens nous disaient, si tu ne fais pas la démocratie, on ne va pas t'aider. Sinon, le marxisme-léninisme, où on chantait, tout ce que Kérékou a fait n'était pas mauvais. Nous ne pouvons plus reculer, nous avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer. Ils n'ont plus rien compris, que ce soit les conférenciers, les dirigeants, les présidents anciens, ou quoi là. Les politiciens, là, ils ont tout mélangé jusqu'à ce que nous sommes arrivés au blocage total. Puisque avant, là, c'était le coup d'État. Donc, lui-même, il a vu que, bon, effectivement, il a reconnu son tort. Il a vu que, bon, avec ça, mais il faut que je dise la vérité. Les banques n'avaient pas de liquidité. Et le pays était bloqué.
feu président Mathieu Kérékou, il pratiquait le marxisme-léninisme. Voilà que les puissances occidentales sont contre le marxisme. Il y a des endroits où on a fait des progrès et des endroits où on a reculé. Donc le bilan est globalement mitigé. Le député Nourenou Atchadé du groupe parlementaire Les Démocrates a dévoilé le contenu de sa proposition de loi portant relecture du code électoral, ce à travers une conférence de presse tenue le 21 février dernier à Cotonou. Le président du groupe parlementaire Les Démocrates estime que la dernière proposition de faire en sorte que ce soit les élus de 2026 qui parrainent les candidats à la présidentielle se cache derrière cette proposition des calculs. Pour plus de précision, on écoute Nourenou Atchadé au micro de Etélé Bénin. Visiblement, le président du groupe parlementaire face à la presse n'est pas allé du dos de la cuillère en dénonçant les attitudes du président de l'Assemblée nationale et des députés de la mouvance parlementaire en séance extraordinaire de l'année 2024 convoquée normalement pour ce mercredi 21 février 2024. Très vite, la séance convoquée prend une autre tournure avec les amendements du groupe parlementaire Les Démocrates. En effet, le groupe parlementaire Les Démocrates a déposé pour étude ce mercredi 21 février sa proposition de loi concernant la relecture du code électoral. Une proposition qui n'a pas reçu le quitus du président de l'Assemblée, qui n'a pas voulu la faire figurer dans l'ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'a pas vu. Il n'a pas dit que ce n'est pas déposé. Il a dit qu'il n'a pas vu. Et il est revenu habilement pour dire, étant entendu que les points à l'ordre du jour sont retenus, que ça ne peut pas faire partie de cette session extraordinaire. Et je lui ai demandé si notre proposition modifie l'ordre du jour. Il dit, lui n'a pas vu. Son dernier mot, c'est que je n'ai pas vu. Donc, c'est pour vous expliquer que le règlement intérieur dit, lorsque vous convoquez une session extraordinaire, les points à l'ordre du jour sont retenus. Et lorsque vous finissez ces points à l'ordre du jour, aucun autre point ne peut plus être discuté. Vous clôturez immédiatement la session extraordinaire. Alors, à la conférence des présidents, les deux derniers points à l'ordre du jour n'étaient pas exposés aux députés, aux membres de la conférence des présidents. Il est dit que c'est le gouvernement qui a demandé la session extraordinaire avec 10 points à l'ordre du jour. Et le président aurait ajouté que si il arrivait que d'autres points soient demandés et qu'on va faire la jonction. Ça veut dire quoi? Des députés, ils ont dit 60, on n'a pas vu, on a demandé la liste, mais on n'a pas eu. 60 ont demandé qu'on convoque une autre session extraordinaire pour la modification de la Constitution et le code électoral. Et le président a dit, il fait la jonction des deux. Notre proposition dit, dans le cadre de la modification du code électoral, voilà notre proposition. Mais c'est quand même intelligent, non? Outre la réaction de Louis Lavonou, les députés du parti Les Démocrates, comme dans le comportement de leurs collègues de la mouvance. Argument à l'appui, Nourenou Atchadé pense que la démarche du parti n'est pas anticonstitutionnelle. Déposée avant l'ouverture des travaux ne devrait en aucun cas susciter débat et commentaires. C'est une attitude politique pour embrouiller le peuple, avance-t-il. Dans son speech, Nourenou Atchadé a souligné l'importance des propositions faites par l'opposition. Selon lui, au-delà d'une proposition du parti Les Démocrates, c'est une initiative collective venant des autres partis défendant la même cause. Vous ne pouvez pas imaginer que nous irons aux élections de 2026 et qu'on n'aura pas de maire. Actuellement, on n'en a pas. Mais on ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections, les démocrates iront aux élections de 2020, 2026 et n'auront pas de maire.
nous en aurons. On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections de 2026 et on n'aura pas plus de députés qu'aujourd'hui. On en aura. Mais par esprit de patriotisme et d'égalité, nous avons estimé que c'est les maires actuels qui sont à même de parrainer un candidat à l'élection de 2026. Le Parti Les Démocrates est un parti de paix et de concorde, soutient le député Abibou. Ouourou Koubou est le responsable à la communication, Guy Mitokpe. Ce qui compte aujourd'hui n'est pas le maintien d'un régime, mais plutôt le renforcement des acquis démocratiques. Au regard de ce que le président vient de dire, vous allez constater que avant même que la Cour ne se prononce pour nous faire injonction, nous avons déjà fait la relecture du code pour nous rendre compte que ce code est truffé d'immondicité, est truffé d'erreurs. Or, lorsqu'on fait des réformes, c'est pour améliorer. Et lorsque vous observez ce code-là, toutes les réformes qui ont été faites sont de nature à être taillées sur mesure. Nous nous mettons tout en œuvre pour que, quel que soit celui qui viendra à la tête du pays, que les élections soient transparentes. Et je peux vous donner des éléments. Lorsqu'on dit par exemple que dans les démembrements de la Sénat, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous devez pouvoir avoir des éléments parmi les démembrements de la Sénat. C'est une condition de renforcement de transparence. Mais nous le voulons pas seulement pour l'opposition, nous le voulons aussi bien pour l'opposition que pour la mouvance. Donc, un certain nombre de faits comme ce que je viens de dire, nous les avons énumérés dans nos propositions. Donc, une élection transparente est gage de sécurité et de paix. Parce que comme je l'ai dit au cours d'une rencontre avec vous-même, dans combien de pays vous avez appris qu'on a détourné l'argent et ça a apporté des troubles? Mais par contre, quand on apprend dans un pays que, c'est pas, je le dis pas pour encourager les détournements, ça vous accepterez que je le précise, juste pour mettre en exergue le fait que ce qui trouble les pays, c'est des élections mal organisées. Et non, nous, dans nos propositions, qui font suite à la rencontre avec le chef de l'État. Puisque Kidis nous a été donné, il a donné son accord en ce qui concerne le fait que l'opposition désormais puisse envoyer des éléments au niveau des démembrements de la Sénat. Mais cela ne peut pas être une réalité si le code n'est pas relu. Le problème qui se pose, c'est que le dépôt des candidatures, le dernier jour pour le dépôt des candidatures, c'est le 5 février. Le dernier jour pour l'installation des maires, c'est le 15, c'est du 1er février au 15. Du 1er février au 5, il y a des nouveaux maires qui seront déjà installés. Il y a des anciens maires qui seront là. La Cour dit des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer et des anciens maires vont parrainer à la fois. Il faut rétablir l'égalité. C'est simple. Et la Cour dit les députés actuels, ils ont toute la légalité. Ils peuvent vous parrainer. Mais c'est de faire en sorte que les anciens maires parrainent. Et c'est ce que la proposition que nous avons faite. Imaginez un instant, s'il vous plaît, chers camarades, qu'on dise que c'est les prochains maires qui vont parrainer ou les prochains députés qui vont parrainer. Les gars sortent des élections. On proclame les résultats. Le contentieux électoral est en cours. Et on dit qu'il va parrainer. Il s'est passé un cas à l'Assemblée nationale où un député bien assis, le lendemain, on enlève son ministre, il vient et dit « je prends ma place ». La Cour constitutionnelle lui dit « cède la place à ton titulaire ». Il y a des cas où on peut invalider les députés. Voilà qu'il vient de parrainer. Quelle légitimité a-t-il? Les conférenciers espèrent que leurs propositions seront prises en compte pour les élections libres, transparentes et équitables. La haute direction politique du parti UP Le Renouveau a entrepris une tournée dans plusieurs
localité du Bénin le 22 février dernier, une délégation de l'UP, le Renouveau, conduite par son président Joseph Diogwenou, s'est rendue à Abomey pour échanger avec les militants des 23e et 24e circonscriptions électorales. Pour plus de précisions, voici le compte rendu signé Icône TV. Les sommités de l'Union progressiste, le Renouveau, éclairent les responsables du parti à la base. Jeudi 22 février 2024, la haute direction politique du parti est descendue à Abomey pour s'entretenir avec les militants des 23e et 24e circonscriptions électorales. À l'ordre du jour de cette tournée dans le zoo, 2 sujets. Le premier, c'est l'actualité sur la vie de notre parti politique, notamment en ce qui concerne l'installation des cellules de base du parti. Quand cette opération qui était prévue pour couvrir la période allant du 15 décembre au 31 janvier a pris fin, nous avions fait le point au niveau du fichier central du parti. Et c'est satisfaisant. Mais la haute direction politique a voulu venir sur le terrain pour faire ensemble avec vous l'évaluation et aussi jeter un regard sur l'avenir du parti ensemble avec vous. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'actualité nationale. La tournée vise à renforcer le parti, à vivifier le terrain et à dissiper les rumeurs. Même si les structures de base du parti sont en cours d'installation, l'heure n'est pas au repos. Le travail n'est pas terminé. Le parti attend des responsables une fidélité éprouvée afin de résister au temps. Le parti attend de nous de lui témoigner davantage la fidélité, la loyauté, d'avoir davantage confiance en lui. La fidélité, la loyauté. Surtout de la part des responsables que nous sommes. La loyauté, la fidélité, le respect de la ligne du parti. De cette fidélité, de cette loyauté dépend la solidité du parti. Au lieu d'être grand, seulement il faut être solide. Et la solidité, c'est notre loyauté, c'est notre fidélité. Les responsables sont désormais censés faire preuve de retenue en ce qui concerne la vie du parti, surtout quand ils sont en public. Ce n'est pas parce que notre opinion n'est pas prise en compte. Ce n'est pas parce que le fonctionnement du parti n'est pas conforme à ce que nous-mêmes nous pensons que publiquement, alors que nous sommes des responsables, nous allons laisser cours à ces opinions. Nous ne sommes plus libres, chers camarades. En tant que responsables d'un parti, nous ne sommes plus libres. La liberté d'un responsable de parti est un leurre. Il n'est pas libre, un responsable de parti. Il est tenu en devoir de se conformer à la ligne qui est celle du parti. Le deuxième sujet, celui de l'actualité nationale, est abordé à huis clos, loin des micros et caméras. Avec les différentes informations apportées par la haute direction, les responsables à la base n'auront plus raison de douter du parti. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Ange Pater Naboussouga, a procédé à sa 7e visite des chantiers en cours couverts par la municipalité. Le 20 février dernier, ESAE TV a suivi l'autorité et voici ses propos recueillis par la télévision. Aujourd'hui, on est à la 7e étape de la tournée. Aujourd'hui, on a visité quelques écoles également qui sont en construction dans les écoles des quartiers tels que Segbea, Littoral. Actuellement, on est à, comment on appelle le quartier là? À Kobato. Voilà. Donc, je crois qu'en termes d'observation, quand même, il y a quand même une petite avancée qui est notée. Bon, par endroit, en fonction donc des entreprises. Il y a celle qu'on vient de visiter qui est très avancée. Donc c'est satisfaisant par rapport à d'autres qui peinent encore à avancer. Donc comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, la pression sera maintenue. Jusqu'à ce que nous puissions avoir les résultats.
Le résultat pour nous, c'est les infrastructures. Les infrastructures que la ville met à la disposition de nos élèves pour qu'ils puissent travailler, aller à l'école dans de bonnes conditions. C'est ça les résultats. Donc, nous, on va poursuivre la pression sur eux pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Et bien évidemment, cette tournée que nous faisons, c'est aussi dans le but de faire de la prévention. Et prévention pour pouvoir prendre également des mesures contre les entreprises indélicates. Donc tout ce que nous observons comme défaillance et autres, il y aura des implications à la fin. Donc soyez rassurés qu'il y aura des implications. Chaque année, à la date du 21 février, la journée internationale de la langue maternelle est célébrée dans le monde. Comme c'est de coutume, l'édition 2024 a eu lieu. Des enseignants se sont prononcés au micro de Moride TV à cet effet. On les écoute. Et comme l'indique l'UNESCO, tous les 21 février est décrété comme journée internationale de la langue maternelle. Pour moi, la langue maternelle, c'est la langue de naissance, la langue natale de l'enfant, la langue dans laquelle cet enfant est né, et c'est la première langue des enfants, et surtout celle de sa mère. La langue que parle la maman, c'est cette langue que l'enfant est obligé d'apprendre. L'enfant vit dans cette langue et grandit dans cette langue. Le système éducatif doit profiter de cette langue et c'est dans cette langue qu'on devrait faire l'immersion de l'enfant. Nous faisons l'immersion déjà à partir de CI pour le premier trimestre. Ça permet à l'enfant d'immerger, d'apprendre et d'approfondir dans cette langue. Également, elle permet d'enseigner, d'apprendre les nouvelles choses dans la langue. Tout ce que l'enfant découvre, l'enseignant lui permet de reconnaître cet objet, de reconnaître tout ce qui l'entoure dans cette langue avant de le mettre en contact avec la langue de travail. Ce thème est le bienvenu. Ça permet un brassage pour tout le monde et cela va permettre à toute la nation de se mettre en contact avec les langues maternelles. Et celui qui est dans un pays ou dans l'autre, cela devait leur permettre de savoir que cette langue maternelle, qui est pour son pays ou bien pour sa région, assurément, va permettre à celui qui va intégrer cette région d'entendre, de l'écouter et de peut-être la pratiquer à tout temps. Oui, il faut valoriser la langue maternelle. Vous allez constater que certains pays qui ont pris la langue maternelle comme la langue de travail sont tellement avancés par rapport aux autres pays colonisés. Nous devons dire à ces autorités compétentes de valoriser, d'imposer même cette langue maternelle dans nos écoles à partir peut-être d'ici à là. Et on va voir ce que cela pourra donner à chaque pays. Mon mot de fin est que l'UNESCO prenne réellement au sérieux cette journée internationale de la langue maternelle qui peut-être va permettre aux dirigeants, surtout africains, de pratiquer ces langues maternelles et de les valoriser davantage. Le 21 février, oui, la journée des langues maternelles. Ça me désole qu'on choisisse une journée pour nos langues maternelles. Si on dirait journée des langues, je comprendrais. Quand on dit journée des langues maternelles, ça pour qu'il y ait un problème. Peut-être que nos langues maternelles sont dans un état de déliquescence très avancé. Et il faille maintenant les restaurer. Attention, le bon Dieu même a tout créé par la langue. On dit, Dieu dit que la terre soit, elle fut. Donc la langue a une puissance. Les peuples africains ont connu plusieurs situations désastreuses. Au nom de celle-ci, le colonisateur a contribué à l'abandon de nos langues. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous parlons, réfléchis en français. Or, tout peuple pense, réfléchit et agit dans sa langue. Donc, journée des langues maternelles, c'est très bien. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que le mouvement inverse commence par s'observer, que progressivement, notre école, l'école africaine, retrouve ses lettres de noblesse par rapport à nos langues. Je ne dis pas qu'on doit abandonner le français, mais que nos langues commencent réellement à aller à l'école.
je ne parle pas des initiatives politiques de quelques instants. Il est temps que les langues béninoises aillent réellement à l'école. Parce que tout peuple se développe dans sa langue. La Chine, les États-Unis et d'autres n'ont pas abandonné leur langue pour autre. Mais nous, Africains, nous parlons bien français, nous parlons bien anglais, consort, mais au détriment de nos langues. Pour cela, cette journée est importante. Et moi, je dis, il faut même décréter même des années de langue. Parce que, je vous en prie, il y a des maisons dans lesquelles les enfants ne parlent plus la langue maternelle, la langue de leurs parents. C'est tout pour le français. Et bien, il y a même des intellectuels griffeurs, tarés, qui interdisent même l'emploi de cette langue à la maison. Si on doit continuer ainsi, je vous avoue, cette journée ne servira à rien. Parce que l'essence d'un peuple, c'est dans sa langue. Je dis ceci, un peuple sans langue est un monde sans âme. Donc notre âme, l'âme de l'Africain, c'est sa langue, et de surcroît du béninois. Et moi, je répète encore, c'est l'école qui doit jouer ce rôle. Donc, on doit réinventer l'école béninoise pour que les langues béninoises aient un cours légal. Dans l'ancien temps, je ne sais pas si vous avez connu cette période, où il y a les licences du symbole. Quand tu parlais ta langue maternelle à l'école, tu es tassé de tous les mots. Ça fait en sorte que nos langues ont connu un sort fatal. Or, aujourd'hui, on a tous vu qu'ensemble, attention, il faut que nos langues soient travaillées. Et des hommes, notre parlement, c'est la représentation nationale. Les débats se font dans quelle langue? Or, la vendeuse d'Akassa, la vendeuse du riz, le maçon, le charpentier, ira voter pour des députés. Mais quand ces députés vont au Parlement, quel débat mène-t-il? Le peuple n'est plus informé. Donc, notre Parlement doit aussi adopter cela. Mais attention, il faut que la constitution béninoise soit touchée. Parce qu'il y a un article qui dit que le français est la langue officielle du Bénin. Attention, à côté du français, collons nos langues nationales. Oui, c'est un débat un peu houleux. Quelle langue prendre et quelle langue abandonner? Il est temps qu'on s'asseye, qu'on opère des choix judicieux pour que des langues phares de communication soient enseignées tant à l'école et aussi utilisées au Parlement. Sinon, ce n'est pas bon. Le peuple travaille, mais le peuple ne suit pratiquement rien. Donc, journée des langues maternelles, c'est une bonne initiative. Mais l'initiative sera encore louable. Si les langues béninoises reviennent à l'école, je suis sûr qu'on gagnerait. Et quand on dit langue à l'école, il faut aussi qu'il y ait des canaux pédagogiques. Il faut que tout le monde travaille. Tous les chercheurs doivent s'asseoir et travailler pour que le béninois réfléchisse dans sa langue. La journée mondiale de la langue maternelle, oui, c'est une très bonne journée. Une très bonne journée surtout pour nous les Africains. Mais est-ce que nous prenons cette journée en compte dans nos faits et gestes de tous les jours? Ça reste la première question que nous allons nous poser. Parce que la langue maternelle n'est pas n'importe quelle langue. Je pense que pour nous les Africains, elle est le socle de notre développement. Dans la société africaine, la langue maternelle est très très importante. Si on doit prendre en compte la langue maternelle et se baser sur elle, on irait plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, la langue maternelle est dévalorisée même dans les écoles, au point où on qualifie la langue maternelle de langue vernaculaire, c'est-à-dire on relègue la langue maternelle au second rang, alors que la langue maternelle en Afrique devrait être une langue par excellence dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Si on doit prendre l'exemple de la Chine, vous voyez ce qui se passe. La Chine s'est basée sur sa langue. Aujourd'hui, la Chine est à quelle position dans le rang mondial? Vous voyez ça? Donc nous les Africains, nous sommes en train de tordre le cou à la réalité en banalisant la langue maternelle et en la reléguant au second rang. Pour la valorisation, ça dépendrait des dirigeants des pays africains. Parce que quand les dirigeants ne donnent pas de l'importance à la chose, à la base, on n'y peut rien. Tu vas beau vociférer, tu vas beau crier, tu vas beau sonner sur l'alerte. Quand les dirigeants ne vont pas décider de prendre, ça ne va rien porter. Mais quand même, à la base, nous essayons. Et si on prend dans le cadre scolaire, il y a des mots, des explications qui ne vont pas directement dans les tympans des enfants, mais que quand tu ramènes dans la langue maternelle, l'enfant perçoit rapidement et donne la réponse automatiquement. Je suis enseignant, je sais de quoi je suis en train de parler. Les autorités béninoises n'ont qu'à cerner la chose. Je ne parie pas qu'ils n'ont pas cerné, ils ont cerné la chose. Mais comment faire maintenant pour que ça aille mieux? Alors ma proposition, c'est que les autorités revoient le système éducatif en mettant la langue maternelle au premier plan, en permettant à nos jeunes et à nos enfants d'apprendre la langue maternelle et de savoir s'exprimer couramment et écrire aisément dans la langue maternelle et même porter des évaluations sur la langue maternelle
pour nous permettre à ce que nous puissions sortir la langue maternelle de son cachot là où elle est. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité du 20 au 24 février dernier le Festival international des films des femmes Cotonou. Le cinéma féminin pour plus de sororité est le thème de cette 3e édition. Lancé le mardi 20 février dernier, retour sur la cérémonie officielle avec E-Télé Bénin. Promouvoir et valoriser les femmes dans le monde cinématographique, c'est l'objectif de ce groupe de femmes qui œuvre depuis maintenant 6 ans. À travers ses activités, le Festival international des films des femmes de Cotonou vise à mettre la lumière à chaque édition sur des talents féminins d'Afrique. Cette édition, on a eu le Kino India qu'on a déjà fait, dont le film va être montré à la cérémonie d'ouverture du FIF. On a 18 films en compétition venant de 14 pays pour 5 prix. On a notre marraine, Angela Kereburu, qui vient de terminer sa série Aroé et qui a fait Oasis et Hospitality, qui est également là pour partager son expérience. Le groupe Canal Plus Bénin, premier partenaire officiel de ce festival, qui regroupe beaucoup de visages du cinéma, se réjouit du chemin fait avec le FIF. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille avec ce festival, on l'a vu grandir et on s'est dit que pour un lancement à Cotonou, il fallait qu'on soit entouré de nos partenaires, des personnes qui ont bénéficié de nos initiatives. Une dotation aussi pour organiser de la formation, la prise en charge du formateur. Et ensuite, il y a aussi la possibilité pour les organisateurs de rencontrer d'autres entreprises pour agrandir justement les partenaires. Donc c'est vraiment une relation sur le long terme. Sur la 3e édition, on est toujours partenaire parce qu'on essaye chaque année d'apporter quelque chose en plus. Cette conférence de presse a connu la présence d'éminents acteurs, réalisateurs, producteurs et bénéficiaires des programmes et formations du FIF. Le FIF qui démarre ce 20 prendra fin le 24 prochain au canal Olympia de Wologuédé à Cotonou. L'Agence béninoise pour l'environnement a réuni mercredi dernier les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Pipeline Niger-Bénin pour validation de plan d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures pour le terminal de Sémé au Bénin. L'objectif visé d'un tel document élaboré par les partenaires chinois est de prévenir et de gérer d'éventuels déversements accidentels d'hydrocarbures. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ce reportage de l'ORTB. Le déversement d'hydrocarbures a des impacts néfastes sur l'environnement marin. Les conséquences sur la faune et la flore sont à la fois physiques et toxiques. Sur la vie animale et végétale, tous les êtres vivants qui sont dans le milieu impactés vont connaître des perturbations de leur système organique. Mais au-delà de ça, l'écosystème marin même sera affecté. Une grande quantité d'hydrocarbures dans l'eau, ça va modifier les caractéristiques physico-chimiques de ce milieu. Et une fois ces caractéristiques modifiées, c'est sûr que ça va également avoir des conséquences sur la vie dans ce milieu. Cette année, en 2024, le projet de pipeline Niger-Bénin va entrer dans l'exploitation. Pour la période de l'exploitation, nous allons renforcer notre système de protection. Nous pensons que c'est un commencement pour nous d'établir un système intégré pour la protection de l'environnement et la sécurité et pour répondre aux cas d'urgence. Le dit document comporte, entre autres, l'analyse des risques de déversement d'hydrocarbures et les mesures préventives, la présentation de l'équipement d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, le système d'organisation et de soutien en cas de déversement, le traitement des déversements, le fonctionnement de l'équipement principal à utiliser et les mesures post-déversement. Cette rencontre technique va donc servir de creuset pour évaluer la qualité du plan d'urgence et faire des suggestions en vue de son amélioration pour la préservation de l'environnement. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité du 22 au 24 février dernier la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané sur présence des chefs de délégation des pays membres de la CEDEAO et des professionnels des mines et hydrocarbures. Pour retour sur ce lancement des travaux avec l'ORTB.
Depuis sa création en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est donnée pour mission de promouvoir l'intégration économique dans plusieurs domaines, dont celui des ressources naturelles. Un secteur qui, en raison de son importance pour l'économie de la sous-région, s'est retrouvé depuis 2012 au cœur du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, dont Cotonou accueille cette année la 4e édition. L'Afrique, malgré son potentiel immense, continue de subir les conséquences d'une exploitation de cette matière première qui, trop souvent, se traduit par l'exploitation de produits bruts à faible valeur ajoutée et l'importation de biens finis à forte valeur ajoutée. Cette dynamique asymétrique a perduré pendant des décennies, contribuant ainsi à notre appauvrissement collectif. Voilà qui donne tout son sens à ce rendez-vous biennal de haut niveau. Les délégations gouvernementales venues des pays de la CEDEAO et les partenaires et investisseurs internationaux sont motivés ici par un seul impératif: travailler ensemble au renforcement de la chaîne de valeur des ressources au niveau régional, aussi bien que continental, autour du thème « Ressources géo-extractives et technologies, quelle stratégie de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest ?» Ce thème donne le ton pour une approche prospective et permet de susciter des réflexions sur le rôle de l'industrie minière et pétrolière dans l'amélioration du bien-être des citoyens dans le contexte d'industrialisation de notre espace communautaire. Je souhaite que cette 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ne soit pas une réunion de plus, mais qu'elle soit une édition spéciale d'innovation, de changement de paradigme obsolète, de travail en silo et de promotion de la coopération, de la collaboration et de la coordination. Chaque participant doit repartir du Bénin avec quelques certitudes sur ce changement de paradigme. Le ministre Abdoulaye Biochane ne doute aucunement de l'agenda du travail ni de la qualité des experts et des délégués. Ils ont 3 jours pour discuter à travers 10 panels d'importants sujets d'intérêt capital pour les secteurs miniers et pétroliers en Afrique de l'Ouest. La première session ordinaire 2024 du Conseil économique et social a démarré le 22 février dernier à Cotonou à l'occasion de la mobilisation des conseillers lors des hommages à l'ancien président du CES décédé il y a quelques mois a été salué par son vice-président Raji Lassisi. Il a par la suite dévoilé les perspectives de l'institution, propos recueillis par ETélé. Je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement, ainsi que les présidents des institutions, les honorables députés et tous les membres des corps constitués qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Conscient de sa responsabilité qui consiste à éclairer le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions d'ordre économique et social, le Conseil économique et social mène des réflexions afin de proposer des pistes de solutions aux différents défis de développement de notre pays. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2024 s'inscrivent donc dans cette dynamique. Ainsi, nous allons concentrer nos réflexions sur l'étude de nombreux sujets d'autosaisine portant sur les préoccupations ci-après. La bioéconomique au Bénin, enjeux et perspectives. L'émergence de l'industrie cinématographique du Bénin, quelle réponse à la production et à l'exportation durable du cinéma. Économie sociale et solidaire, quelle opportunité pour l'entrepreneuriat durable et le développement social et économique du Bénin. Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'en identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire
sera également consacré à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président au titre de l'année 2023 et du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Cotonou a abrité du 21 au 23 février dernier le deuxième atelier d'information et de partage d'expériences sur la gestion programmatique de la tuberculose pharmaco-résistante en Afrique francophone. Cette rencontre a connu la participation de plus de 10 pays francophones et c'était pour eux l'occasion de faire un bilan de recommandations issues du premier atelier tenu en 2022 et se concentrer par la même occasion pour de nouvelles perspectives. Pour plus de précision, suivons ensemble ce lancement du deuxième atelier suivi par ETélé Bénin. Ils sont plus de 10 pays d'Afrique francophone réunis au lancement officiel du deuxième atelier de formation et de partage d'expériences sur la lutte contre la tuberculose pharmacorésistante. Le dit atelier s'inscrit dans le programme d'activité du projet CETA qui contribue à l'élimination de la tuberculose en Afrique et vise à réunir les acteurs de la tuberculose multirésistante TBMR afin de faire le point sur les recommandations issues du premier atelier organisé en 2022 par l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. La tuberculose pharmacorésistante est depuis quelques années devenu un sujet de préoccupation au niveau international. Les gens réfléchissent, il y a de nouvelles stratégies qui sont proposées, il y a de nouveaux médicaments qui viennent, il y a de nouvelles propositions de gestion. En même temps, ça pose de nouveaux défis pour nous autres programmes. Ces ateliers sont vraiment importants pour que chacun puisse apprendre de l'autre, de ses succès, mais également de ses échecs, pour qu'en sortant, on puisse avoir des idées plus claires. Nous espérons vraiment que durant ces 3 jours, compte tenu des enjeux, les échanges seront vraiment sans langue de bois. Et au bout des 3 jours, qu'on sortira tous avec des décisions pour pouvoir améliorer cette prise en charge de nos patients tuberculeux. Au cours de cet atelier, il s'agit pour ces participants de partager les expériences afin d'envisager de nouvelles perspectives pour mieux lutter contre la tuberculose pharmacorésistante en Afrique francophone. Le problème de la tuberculose pharmacorésistante est presque pareil partout, mais les stratégies pour l'aborder et les problèmes divergent un tout petit peu. Et donc c'est pour cela que nous, acteurs de la lutte contre la tuberculose dans les pays de l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone, on s'est réunis à Cotonou pour pouvoir discuter des problèmes qui sont les nôtres et surtout voir comment on se positionne, comment on met en œuvre les nouvelles stratégies au niveau mondial pour contextualiser un tant soit peu et pouvoir être encore plus performants les années à venir en matière de lutte contre la tuberculose pharmacorésistante. La première attente, c'est surtout d'évoluer. En Afrique, on fait beaucoup de choses, mais malheureusement, c'est mis dans les tiroirs. Et on aurait souhaité qu'à l'issue de cet atelier, on ait des pistes de recherche au niveau de chaque pays en matière de tuberculose multirésistante qui puissent vraiment être l'éclat de ce qu'on fait au lieu de rester comme ça caché et qu'on puisse montrer aux yeux du monde ce qui peut être fait dans notre pays et ce qui est fait. Au thème des 3 jours d'atelier sur la prise en charge de la TBMR en Afrique, en termes de dépistage, de prévention, de diagnostic et de traitement, des thématiques de recherche sur la TBMR seront identifiées et les participants informés sur la situation de la tuberculose multirésistante dans le monde et en particulier en Afrique. Les femmes des médias ont pris part à une formation sur les mécanismes de détection, de prévention, de dénonciation, de répression des violences basées sur le genre en milieu professionnel, organisée les 21 et les 22 février 2024 à Boïcon. La dite formation initiée par l'UPMB a été appuyée par les Pays-Bas. Pour plus de précision, on suit ensemble cet élément d'Icône TV.
Promouvoir la culture de la dénonciation des violences basées sur le genre, aider les victimes à surmonter la peur et la honte engendrées par ce phénomène, ce sont là quelques-uns des objectifs de cette formation de 2 jours du 21 au 22 février 2024, initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, sur les mécanismes de détection, de dénonciation et de répression des VBG en milieu professionnel. Appuyée par l'ambassade des Pays-Bas et Gender Health, elle vise plus spécifiquement à assainir l'univers médiatique béninois à travers l'éducation des différents acteurs sur ce fléau très présent mais pourtant très méconnu. Cette formation initiée au profit des femmes des médias vise donc globalement à renforcer les capacités des bénéficiaires qui sont les femmes des médias à être acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre subies par les femmes des médias dans les différents organes au Bénin. De façon spécifique, il s'agit d'améliorer le niveau de connaissance des participantes sur les mécanismes normatifs, institutionnels et opérationnels de dénonciation, de répression, de détection du harcèlement sexuel des violences basées sur le genre au Bénin. Cette formation, initiée dans le cadre du projet Initiative Médias sans VBG de l'UPMB, se déroulera en 2 étapes. Une première séance placée sous le thème « Pour une résilience assurée et la sauvegarde des médias au Bénin », la prise en charge psychologique des victimes des VBG permettra aux participantes de mieux se connaître personnellement et par rapport à leur environnement de travail, afin d'user de leurs forces intérieures et capacités réelles pour surmonter toutes les barrières professionnelles et plus particulièrement celles liées au VBG. Il s'agit de façon concrète d'amener chaque femme ici présente à remonter dans son histoire, identifier ses capacités, ses potentiels, afin de savoir que non, dans n'importe quelle situation, je peux quand même. Et c'est lorsqu'elles vont se retrouver vraiment faibles malgré leur potentiel, qu'elles vont pouvoir maintenant faire appel à l'aide pour un accompagnement psychologique. L'accompagnement psychologique se fait naturellement avec un psychologue. Mais qui est le psychologue? Quel va être le rôle du psychologue sur ce projet? Et face à ces femmes éventuellement victimes, nous allons parler de tout ça là. La deuxième séance prévue pour le 22 février abordera les aspects juridiques qui encadrent les violences basées sur le genre. Les participantes très enthousiasmées par le thème général de la formation ont des attentes bien définies. Tout au long de cette journée, on serait encadré par une psychologue et puis j'aimerais vraiment qu'à la fin de cette journée, je puisse mieux comprendre l'accompagnement psychologique que le PNB réserve aux femmes des médias par rapport aux violences basées sur le genre. Moi, je voudrais être bien armée, bien outillée pour pouvoir bien réaliser des émissions qui vont aider des consoeurs à savoir comment gérer ces situations de violence quand elles sont victimes. Quand tu es femme des médias, tu dis pour les autres, mais dis pour soi-même, c'est difficile. L'autoprotection d'elle-même, tout ça. Je voudrais être bien armée à travers cette formation. Et aussi les tests de loi. C'est ça qui aide vraiment à la répression. Mon souhait, c'est qu'il y ait une émission. Si l'UPMB peut prendre cette initiative, une émission où les femmes victimes du harcèlement sexuel peuvent témoigner, dénoncer ce qu'elles subissent dans leurs organes pour que les patrons informés arrêtent de harceler, que les femmes dénoncent. L'initiative Médias sans VBG de l'UPMB n'est pas un projet exclusivement féministe. Une clinique d'assistance juridique mise en place par la fêtière encadre aussi bien psychologiquement que sur le plan juridique les victimes des VBG sans distinction de sexe. Cette clinique est là pour aider, pour accompagner les femmes des médias en particulier et les acteurs des médias en général en cas de violence basée sur le genre. Parce qu'il y a des hommes qui se plaignent également d'être victimes de violences basées sur le genre. C'est d'ailleurs pour ça que les différentes formations ne sont pas exclusivement pour les femmes des médias, mais il y a des formations qui sont également réservées pour les hommes des médias. Vive une presse béninoise saine, sans harcèlement sexuel et sans violence basée sur le genre.
Depuis l'annonce de son décès, la célèbre journaliste Annick Ballet reçoit témoignages et hommages de ses pairs et des personnalités. Dans le livre de condoléances de la regrettée, les femmes journalistes de la CFU, présidée par Rafiatou Mamadou, et la présidente UPMB, Zakiat Latouji, ont signé. Plus de précisions avec Icon TV. Les deux délégations conduites par le premier responsable, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB et la coordonnatrice de la cellule des femmes de l'UPMB CFU ont signé le livre de condoléances ouvert dans le hall de la direction générale de l'ORTB en hommage à l'illustre disparu. Pour Zakiat Latouji et Rafiatou Mamadou, l'exercice est une reconnaissance pour toutes les bonnes actions que cette icône de la presse béninoise a accomplies tout au long de sa carrière. L'émotion est assez grande, elle est assez grande et la tristesse est également au rendez-vous parce que vous savez, à aucun moment de la vie, on n'est jamais suffisamment prêt pour perdre un être cher. Cher pour nous en tant qu'acteurs de médias, cher particulièrement pour les femmes des médias. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu une première délégation de l'Union des professionnels des médias du Bénin et ensuite une délégation de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin pour dire qu'en réalité, c'est toute la famille professionnelle de l'illustre disparu qui pleure aujourd'hui cette perte subite. C'est une perte énorme pour l'ensemble de notre corporation. Mais on se console tout simplement de tous ces beaux moments que nous avons eu à partager avec elle, directement ou indirectement. Donc c'est toute la famille Union des professionnels des médias du Bénin qui est dans la tristesse et qui reste unie en prière pour que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Depuis que nous avons reçu l'information, toutes les femmes des médias, de façon particulière, ont été touchées de diverses manières. Elles ont été touchées parce que la personne qui vient de nous quitter, la personnalité qu'elle incarne est très importante dans nos histoires respectives. C'est une icône que nous pleurons. Nous pleurons une doyenne. Nous pleurons une devancière. Nous pleurons une image que nous avons voulu copier. Une image, une trace sur laquelle nous avons voulu marcher. Et donc de façon particulière, je pleure une grande Amazone qui est pour moi une icône immortelle. Je suis donc venue lui rendre hommage avec toutes les femmes, avec toute sa famille professionnelle. En attendant le programme des obsèques de l'ancienne présentatrice vedette de la télévision nationale, le livre de condoléances continue de se remplir de messages d'hommage. Hors du Bénin, plus précisément au Togo, le président de la République a signé samedi 24 février un décret des législatives, un décret reportant d'une semaine la date des législatives et des régionales. Elles se tiendront le 20 avril 2024. La campagne électorale, quant à elle, démarre à partir du jeudi 4 avril prochain et le montant des cautions à verser par les candidats a été également réduit. L'Ukraine est persuadée que les États-Unis ne l'abandonneront pas face à la Russie. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal l'a fait savoir lors d'un forum à Kiev consacré au 2e anniversaire de l'invasion russe de ce pays. Et il faut noter que Kiev attend depuis des mois le versement d'une aide de 60 milliards de dollars bloquée au Congrès. Pour terminer les actualités internationales, ce dimanche 25 février 2024, le Sri Lanka a annoncé mettre fin aux extension de visas touristiques de longue durée des milliers de ressortissants russes et ukrainiens. La décision fait suite à une tempête de protestations sur les réseaux sociaux sri-lankais contre une discothèque gérée par des Russes qui auraient organisé une fête réservée aux Blancs dans la station balnéaire d'Unawatuna dans le sud du pays. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note internationale que prend fin ce JT des JT. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine.